Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous accueillir dans le cadre du Studio DV, notre émission hebdomadaire qui s'introduit chez vous pour partager avec vous ces passions qui nous sont communes. Je pense notamment à la BD et Michel Vaillant, bien évidemment. Je pense à la voiture et sa liberté, et je pense au sport automobile. Nous avons reçu, il y a quelques jours, un président de parti, d'un grand parti francophone, Georges-Louis Boucher, interview assez étonnante d'un vrai passionné qui partage nos passions. Alors, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'il y a encore des gens quand même qui aiment la voiture. Nous allons en débattre avec lui, mais avant je voulais sincèrement vous remercier. Plus de 30 000 vues depuis le début de cette aventure surprenante. Mon Dream Team et moi-même sommes très heureux. Merci encore de nous faire part de vos remarques, de vos suggestions. Merci de partager, de liker. À tout de suite et Magnéto Julien. Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour. Quel bonheur d'accueillir un politique au Studio DV et avec qui on ne va pas parler politique. Ben, c'est un bonheur pour moi aussi. Merci de m'avoir fait tomber la veste. Je vous ai vu avec votre t-shirt, je me suis dit ok, c'est bon. Alors d'où vous vient et comment est venue cette passion de l'automobile que je connaissais mais pas dans le détail parce que c'est impressionnant. Ah, c'est une très grosse passion depuis aussi longtemps que j'arrive à me souvenir. Donc vraiment, j'étais très petit. Un événement marquant, c'est fatalement le décès d'Ayrton Senna. Oui. Donc je regardais déjà la Formule 1 avant, mais à ce moment-là, il y a vraiment eu... Je sais que beaucoup de gens n'ont plus regardé suite à cet événement. C'est la vie. Voilà, je ne vais pas dire que ça a eu un effet inverse, mais en tout cas, je sais que ça a été marquant par rapport à mon suivi de la Formule 1. J'avais 8 ans au moment où Senna est décédé. Et depuis lors, la passion n'a fait que se renforcer avec le temps. J'ai fait du karting aussi quand j'étais gamin, avec tous les rêves de tous ceux qui commencent en karting d'aller plus loin. Puis après, entre les budgets, les études, etc., c'est pas toujours simple. Et la politique. Et la politique par après. Alors nous, on est génération Senna, Prost, on avait tous choisi son camp parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'études, donc le professeur nous ennuyait. Et vous êtes vraiment, on me l'avait dit, mais alors vous êtes Lewis Hamilton minded. Oui, à fond. Vraiment, je suis très fan. Oui. À la fois pour le personnage, parce que je pense qu'il fait beaucoup de bien à la Formule 1. Il fait partie de ces pilotes qui permettent à la Formule 1 d'être connus au-delà des passionnés du sport auto. Et c'est quand même bon, parce que c'est ça qu'amènent les sponsors. Les sponsors, ça fait vivre le sport. Ça s'appelle le charisme aussi. Et aussi, on est d'accord. Et de l'autre côté, fatalement, le talent de pilotage, le panache, son sens de la bagarre, il a peur de rien. On se souvient de sa première saison avec Fernando Alonso. Et à travers les années, fatalement, il a fallu changer de pilote parce qu'il y en a qui prennent leur retraite. Mais à chaque fois, il y a toujours eu un point commun. C'était tout le temps un peu l'attaquant, l'anticonformiste de la bande. Donc ça a d'abord été beaucoup Jacques Villeneuve. Pour vous, personnellement? Pour moi, personnellement, oui. On se souvient de son dépassement à Estoril sur Schumacher à l'extérieur, d'anthologie. Puis après, j'ai beaucoup aimé Fernando Alonso. Et ensuite, il y a une suite logique, je trouve, parce qu'ils ont ils ont pas mal de points communs dans le caractère et le sens de l'attaque. Donc, paradoxalement, et je monte du doigt parce qu'il y a une Ferrari, j'ai jamais été énormément de respect, voilà, mais j'ai jamais été supporter de Michael Schumacher, très méthodique, un peu professeur aussi, d'une certaine manière, un peu moins lisse, mais néanmoins, je préférais les attaquants en général. Oui, c'est quelqu'un c'est un très grand. Et on pense sûrement à lui, mais voilà, il ne laissera pas ce charisme dont vous parlez pour certains. Alors, vous parlez de Fernando Alonso. Fernand, vous le voyez encore longtemps en F1 ? Parce que ce retour est quand même étonnant. Apparemment, il est increvable et il a l'air d'en vouloir. Il le dit lui-même, tant qu'on est rapide, on peut continuer. Je pense que de toute façon, pour l'écurie alpine, ça sera un plus de pouvoir s'appuyer sur un pilote avec une telle expérience, une telle envie de gagner. J'espère d'ailleurs que pour Fernando, d'ici les 2 à 3 ans, il y aura encore des victoires potentielles parce qu'on a quand même un goût de trop peu par rapport à ces 2 titres en 2005-2006. Je pense qu'il en a mérité au moins un 3e, voire un 4e et c'est passé jamais très loin, en tout cas à 2 reprises chez Ferrari. Donc il y a un petit peu un sentiment de gâchis à ce niveau-là, j'espère qu'il pourra le récupérer. Quand on voit Vettel depuis 3 ans, 4 fois champion du monde, et Alonso, il n'y a pas photo. Alonso à Bahreïn, là, il y a 3 jours, c'est quand même impressionnant. Il remonte dans une voiture, il a une plaque dans la mâchoire.
il a quand même 39 ans, il peut être le père de la moitié du plateau. Comme Kimi, d'ailleurs. Et il y va, oui, ça c'est encore autre chose. Mais oui, non, c'est clair, il a cette niaque, cette envie de gagner. Et c'est vrai que quand on voit maintenant l'évolution de Vettel, alors j'espère qu'il aura une bonne saison, hein, mais on parlait du charisme et de la personnalité. En course, vous pouvez avoir la pointe de vitesse, mais la personnalité, à un moment donné, c'est ce qui vous donne aussi le petit plus dans l'attaque. Et ça, du côté d'Alonso, c'est clair que c'est présent. Je crois qu'il y a quelque chose qui est cassé chez Vettel. On lui souhaite de le retrouver, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a un vrai tournant dans sa carrière. C'est le Grand Prix d'Allemagne. C'est 3 enfants. Ça, c'est possible. Je ne sais plus qui disait qu'un enfant, ça coûte 1/10 de seconde à chaque fois. Donc c'est vrai que plus vous en avez... mais bon, Schumacher, ça ne s'est pas avéré. Mais je pense que le Grand Prix d'Allemagne en 2018, où Vettel est en bagarre pour le titre avec Lewis, il est en tête, chez lui, il sort de façon un peu ridicule. Depuis lors, on a vu, il a gagné le Grand Prix de Belgique dans la foulée, et puis après, il n'y a plus grand-chose de très très bon. Et ça, je pense que ça a vraiment été quelque chose qui a été cassé chez lui. J'ai du mal en vous regardant à croire que je parle à Georges-Louis Boucher. J'ai l'impression que vous êtes un clone, parce que un clone dans le bon sens du terme, hein, pas le troublion, parce que vous me faites penser à mon collaborateur Martin Buzinaro. Vous êtes incollable. Vous avez, moi j'appelle Martin Wikipédia. Vous n'êtes pas loin. Alors revenons à votre ami Hamilton, en tout cas votre préféré. Je crois que vous l'avez rencontré plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez lui ? Il y a plusieurs éléments. Bon, déjà, le charisme, alors, il le joue aussi. Hein. C'est la vraie vedette du paddock. C'est une star. Donc ça, c'est clair. Pas que de l'automobile, d'ailleurs. Non, exactement. C'est une vraie star. C'est la vraie vedette du paddock. Et on voit d'ailleurs sur chacun de ses déplacements, ça engendre toute une série de gens qui le suivent partout. Par contre, c'est grand professionnel à tous les niveaux, parce que même dans sa relation aux fans, il s'arrête toujours, il prend du temps, il signe, il sait ce qu'il faut faire à n'importe quel moment. Son temps est très minuté, donc ça se voit à chaque fois. Il a toujours quelqu'un qui il prend le temps qu'il faut, mais il sait aussi où il doit aller. Donc c'est véritablement quelqu'un de très déterminé, très méthodique, mais aussi quelqu'un de très gentil. J'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec lui. Et je vais vous raconter une anecdote à un moment. Oui. Donc on est 3 ou 4 avec lui et il discute, et il y a 2 dames à mes côtés qui lui offrent en fait une casquette qu'elles ont customisée en dessinant, donc en mettant, elles ont cousu ça. Roscoe et Coco, qui sont ces deux chiens. Et alors lui, il me dit, il dit « Oh, nice, wonderful ». Et alors il se retourne, il dit « Oh, c'est beau », etc. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais bien sûr, j'ai pas osé le contredire, donc j'ai trouvé que c'était effectivement formidable. Mais voilà, c'est quelqu'un de très sympa qui sait prendre le temps. Et ça doit vraiment pas être simple, parce que franchement, dans un week-end de course, quand on voit le nombre de fois où il est interrompu, continuer à pouvoir être concentré, gérer toutes les sollicitations, c'est vraiment un métier, quoi. Alors on termine sur lui. Les essais n'étaient pas terribles. On pensait qu'ils avaient caché leur jeu. Non, je pense surtout que Red Bull est juste un step au-dessus aujourd'hui. Il est parfait. Il sort quand même beaucoup de trajectoires. On le laisse faire. On le rappelle à l'ordre. Alors, comment vous voyez Verstappen ? Il lui reste 5 tours, il a une pression dingue, il reste quand même très calme. Verstappen sort en le doublant des 4 roues. Tout de suite, il prévient son team en disant, au cas où ils n'auraient pas vu les images. Et du coup, chez Red Bull, on dit il faut lui laisser la place. Vous vivez ça comment ? Vous trouvez ça génial, frustrant ? Il fait une course d'anthologie, il mérite de gagner, mais Verstappen, le type qui ne peut pas se battre, il sort un peu des limites, mais enfin voilà. Est-ce qu'on ne aseptise pas également la Formule 1 comme on aseptise tout à l'heure actuelle ? Il y a de ça 15 à 20 ans, à l'endroit de l'asphalte aujourd'hui où sort Verstappen, c'est normalement un bac à gravier. Et la voiture est plantée dedans et il ne redémarre même plus. Et ça, je crois qu'au niveau des pilotes modernes, c'est un truc qui a beaucoup changé. C'est qu'on ose beaucoup plus, parce que dans la plupart des circuits, et c'est Hermann Tilke qui a été le premier à instaurer ça, pour des raisons de sécurité, on a dit les bacs, c'est terminé, il faut de l'asphalte, abrasif, etc. Mais le problème de ces éléments, c'est que on met beaucoup plus facilement une roue dehors. D'ailleurs, l'exemple, je parlais de Villeneuve tout à l'heure, à Jerez en 97, Schumacher sort, il va dans le bac à gravier, il ne redémarre pas.
Aujourd'hui, sur les circuits modernes, ça serait une bande d'asphalte et certainement qui repart à l'assaut. Donc, je crois que c'est justifié qu'il laisse passer. Moi, j'aime beaucoup Verstappen parce que, allez, pour être franc, je suis supporter d'Hamilton, mais je suis avant tout fan de F1 et j'ai envie de la bagarre. Et donc, je suis content que Verstappen va pouvoir rivaliser avec Hamilton cette saison et ça va nous donner du beau spectacle. Après, je pense qu'il a peut-être manqué d'un tout petit peu de sens tactique, c'est que l'endroit où il laisse passer Lewis n'est peut-être pas le meilleur endroit. Alors c'est facile dans mon canapé, hein. J'aurais certainement pas fait mieux, moi j'aurais pas pu rattraper Lewis de toute façon, mais il le laisse passer en ligne droite, donc il décélère beaucoup en ligne droite, puis quand passe Lewis, il lui prend pas directement l'aspi. Il ouvre son virage pour le pousser dehors. Il aurait dû, oui, mais je parle après, quand Verstappen relaisse passer Lewis, il y avait certainement sur le circuit un autre endroit. Il aurait par exemple été plus sûr de laisser passer Lewis à un freinage pour peut-être essayer d'aller le rechercher dans la ligne droite suivante. Mais c'est facile. Non, je suis comme vous. Mais voilà, c'est facile dans son canapé, mais c'est un peu surprenant de décélérer en ligne droite, donc de perdre autant de temps, de ne pas pouvoir se remettre dans la spi et de ne pas recoller derrière. Et après, en plus, je ne sais pas si ça a un impact, mais ces pneus sont hors de la fenêtre d'utilisation, donc il ne revient plus jamais derrière. Donc je pense qu'il y a une petite faute dans le moment où Max laisse passer Lewis. Je pense que son stand qui lui dit « laisse-le passer » le trouble totalement, ce qui est très rare à ce niveau-là. Il a fait une erreur, il lui restait 4 tours. Il était plus rapide, en 4 tours, il pouvait aller le chercher comme il voulait. Enfin voilà, j'ai votre avis, je partage assez votre avis. Alors on va quand même un tout petit peu parler, pas politique, hein, je vous l'ai promis, et ça ne m'amuse pas du tout pour l'instant. Dans l'autophobie actuelle, hein, il y a des Khmers verts, surtout à Bruxelles. Comment vous êtes perçu dans ce milieu politique ? Parce qu'à part Verhofstadt et Van Kikkerboom, il n'y en a pas un qui fait de la compétition. Vous êtes le 3e maintenant. Vous parlez parfois politique avec eux. Et comment vous voient les autres politiciens ? Ça, je pense qu'Écolo est certain que je n'ai jamais eu de doute entre rentrer chez eux ou entrer au MR. Ça, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, dans une partie de la classe politique et du monde médiatique, on a une très grande méconnaissance de l'automobile. Quand j'entends par exemple qu'on veut supprimer les moteurs à combustion, que ce soit essence ou diesel, parce qu'il faudrait du full électrique, c'est même une ineptie sur le plan environnemental. Quand vous voyez les suppression qui va... Oui, et quand vous voyez par exemple des moteurs Euro 6 en matière diesel, ils sont aujourd'hui moins polluants que si vous utilisez pour le même type de déplacement des voitures électriques, sans compter qu'on ne sait toujours pas comment on va produire l'électricité suffisante pour le parc automobile. Donc il y a vraiment une méconnaissance, des inepties, et vous êtes vu effectivement... certains pensent aujourd'hui que la modernité, c'est être anti-bagnole, et c'est une bêtise sans nom. La voiture reste un vecteur important de déplacement, d'autonomie. D'ailleurs, c'est un peu malheureux, mais il faut le reconnaître, la crise du Covid a montré qu'on ne pouvait pas tout le temps être dans le transport en commun. Aujourd'hui, on n'ose pas le dire, mais limite, on dit aux gens, si vous voulez vous déplacer à la mer ou dans les Ardennes, prenez votre voiture, c'est plus sûr que le train. Bien évidemment. Donc, tous ces travailleurs qui viennent à Bruxelles, on leur parle du RER depuis 20 ans. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, et avec la Covid, encore moins. Mais c'est exactement ce point-là. En fait, moi, je crois, l'être humain est très intelligent et il sait calculer son intérêt. Et donc, il faut arrêter, c'est ça le problème des politiques de mobilité à Bruxelles, c'est qu'aujourd'hui, on s'est dit, on va pénaliser l'automobiliste pour qu'il soit tellement écœuré qu'il abandonne sa voiture. 65 000 places de parking. Sauf qu'ils ont beau faire ce qu'ils veulent, leur offre en matière de transport en commun et les réalités vécues des gens, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas matériellement utiliser les transports en commun, font qu'ils restent dans leur voiture. La seule chose, c'est qu'on leur augmente leur stress, on les stigmatise, on leur prend dans leur portefeuille et on les oppose. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que la voiture, effectivement, quand on peut s'en passer dans les hypercentres, qu'on ait des parkings pour pouvoir laisser les voitures aux entrées de ville, tout ça, ce sont des bonnes choses. Il ne faut pas être dogmatique, mais on doit pouvoir avoir une multimodalité, une mobilité multiple qui permette à chacun, selon son besoin du moment, de pouvoir prendre le moyen de transport dont il a besoin. C'est pour ça que, par exemple, je crois beaucoup, par contre, aux voitures partagées. Moi, je pense que pour beaucoup d'urbains, dans le futur, il n'y a plus d'intérêt à acheter sa propre voiture. Et avec les voitures autonomes, on passera encore un cap où il sera beaucoup plus intéressant de commander sa voiture, elle vient vous déplacer, plutôt que de l'acheter et qu'elle reste, il faut être honnête,
Moi, via mon boulot, je bouge beaucoup, mais une voiture reste en général 20 à 22 heures devant la porte de la maison ou du bureau. Mais une voiture est un symbole social, même pour des gens qui ont des petits budgets, et est une liberté. Et quand on voit la fréquentation au salon de l'auto, quand il a lieu, quand on voit le nombre de membres chez Touring, est-ce qu'on se rend compte que tous ces gens aiment la voiture pour ses aspects de mobilité, de statut social? Moi, je n'ai pas peur de le dire, mais est-ce qu'on oublie que ce sont des électeurs en puissance? Mais je pense que certains vont s'en apercevoir bientôt. Hein. Vous touchez du doigt un point qui est fondamental, c'est la différence entre les vrais gens et le petit monde, comme j'appelle. Le petit monde, c'est une poignée de politiques, quelques journalistes et un mainstream général, une tendance, une façon de penser qui est la bonne. Mais ils oublient, comme vous le dites très justement, qu'il y a des millions de personnes dans notre pays qui ne peuvent pas se passer de la voiture et surtout qui aiment aussi la voiture. Qui n'ont pas envie de s'en Donc, investissons plutôt dans des technologies pour que la voiture soit propre. Ça, c'est vrai, c'est un objectif partagé par chacun, plutôt que de se dire non, abandonnons la voiture. Ça n'est ni faisable matériellement pour beaucoup de gens. Et je vous le dis, moi, je n'ai pas peur, malgré que je sois politique, moi, j'aime l'automobile. Oui. Et donc, je n'ai pas envie d'un monde où il n'y a plus de voitures. Alors, je sais que ce n'est pas très populaire de le dire, en tout cas pour le petit monde, comme je le disais, mais je l'assume parfaitement. Et par ailleurs, il y a un dernier aspect, c'est que souvent, cet aspect anti-voiture se traduit aussi dans la compétition automobile. Or, la compétition automobile est aussi un lieu de recherche, de développement. Il y a beaucoup de travail qui est fait, par exemple, sur les carburants, sur les motorisations. On le voit dans les différentes compétitions. Donc, je crois qu'on doit aussi être respectueux de ces aspects-là et investir plutôt dans la recherche. Donc, même chose pour les sponsors et autres qui alimentent le sport, plutôt que d'essayer de supprimer tout cela. Alors, le journaliste Vincent Franssen a dit l'avenir du sport automobile belge et peut-être de l'automobile tout court pourrait dépendre de Georges-Louis Boucher. Vous avez vu ça? Ah non, je ne l'ai pas vu, mais ça, j'aimerais bien le voir. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, voilà, vous n'allez pas vous faire que des amis en politique, mais c'est vrai que, comme je disais, tous les passionnés de voitures ou tous les utilisateurs de voitures, il ne faut pas oublier, ce sont des électeurs en puissance. Et je crois que c'est intéressant. Oui, et au-delà de ça, pour être franc avec vous, bon, vous l'avez compris, chez moi, c'est une passion très forte. Et derrière, même quand vous êtes passionné, vous devez faire œuvre de rationalité. Et ce qui me dérange, c'est que dans le monde politique, justement, cet aspect-là est oublié. On ne réfléchit pas, on considère qu'il y a un dogme et on suit son dogme sans voir la réalité des choses. On va revenir à notre passion. Je pose juste une dernière question qui, celle-là, est un peu politique. En tant que Bruxellois, un vrai Bruxellois, vous aimez Bruxelles, j'en suis sûr, vous n'êtes pas Bruxellois. Comment se fait-il que les ministres de la mobilité ne sont pas bruxellois, ce qui n'est pas grave en soi, sont néerlandophones, ce qui n'est pas grave en soi, mais viennent ici pour recréer le modèle de la campagne? Moi, quand je fais du vélo, c'est en forêt de Soignes, c'est même pas dans le bois de la Cambre parce que c'était pas prévu pour au départ, et c'est à la mer ou c'est ailleurs. Comment se fait-il que les ministres de la mobilité ne sont pas issus de Bruxelles? Je pense que la question que vous touchez, elle est beaucoup plus large. Le vrai problème aujourd'hui de Bruxelles, c'est que ça fait 15 ans qu'on a un gouvernement qui, je suis désolé de le dire, alors je suis partisan, mais qui n'a pas de vision pour Bruxelles. Et donc ça se traduit dans tous les domaines, parce que vous pourriez faire le même raisonnement sur l'économie, sur la mobilité. Pourquoi on parle plus de la mobilité? Parce que c'est un enjeu, et moi je partage la même réflexion que vous. Je suis quand même très surpris de voir un enjeu aussi crucial pour Bruxelles qui est confié finalement à des ministres venant de partis qui sont des partis plus marginaux sur le plan électoral. Groen, le SPA sont des petits partis, membres de la coalition. J'ai oublié de dire que ces gens ne sont même pas toujours élus ou avec des voix de préférence très faibles. À pleurer de rire. Et donc, quand on a un enjeu aussi important et qu'on ne veut pas l'assumer, ça montre une chose, c'est que le gouvernement n'a pas véritablement une vision. Or, je pense que la seule bonne vision, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de partager l'espace public dans le respect de chacun, mais sans stigmatiser l'un aux dépens de l'autre et inversement. Donc cet aspect-là est important. Et en plus, la Belgique a aussi une tradition automobile. On a aussi une culture par rapport à cela. Bruxelles, et ça, c'est important d'en prendre en compte. Il est juste ici en bas, c'est Audi. On a eu des usines, il y a les D'Ieteren. Et surtout, encore une fois, il faut bien se rendre compte que les constructeurs automobiles, les revendeurs, vous parliez de D'Ieteren, D'Ieteren a mis sur pied une start-up aujourd'hui qui vise justement à avoir une mobilité partagée avec la possibilité de prendre des transports en commun, des vélos, des voitures partagées, etc. Donc,
les constructeurs automobiles, les acteurs du monde automobile sont les partenaires du changement parce qu'ils ne sont pas fous. C'est un monde qui est composé, il y a beaucoup d'intérêts économiques, il y a des gens très intelligents, de grandes compétences. Quand vous regardez les différents CEO chez les constructeurs, ce n'est pas des idiots, hein. Ces gens-là sont conscients. On a de la chance pour l'instant, il y a Carlos Tavares qui aime la compétition. D'Emeo aussi chez Renault. Et voilà. Il y en a quelques-uns qui ont l'air d'aimer, effectivement. Ouais, donc voilà. Alors, on va repasser à notre passion, c'est parce que bon, la politique c'est sûrement passionnant, même quand on n'en fait pas. Vous avez fait votre première course à Métais et j'ai eu des échos, j'y étais pas, mais Martin Businaro m'en a parlé. Voilà. Alors comment ça s'est passé ? C'était génial, vraiment. Donc, la VW Fun Cup en Belgique, d'après aussi ce qu'on m'a dit, c'est un très très haut niveau, mais j'ai pu m'en rendre compte, ne serait-ce que sur les temps, les chronos. Déjà, c'est belge. Mais aussi, c'est belge. Et il y a beaucoup de pilotes qui ont en fait des programmes qui sont parfois pilotes officiels d'usine aussi, qui vont agrémenter leur programme au niveau de la Fun Cup parce que c'est finalement un des derniers championnats de Belgique avec en plus un coût très accessible. Donc sur cette première course, on avait vraiment beaucoup de pilotes de haut niveau. D'ailleurs, ça se voit dans le classement hein, quand on voit les premières places. Vous êtes content de votre temps ? Mais franchement, de l'amélioration. Exactement. Et donc, on avait, nous, 2 objectifs au niveau de notre équipe, avec Vincent et Max et le team AC Motorsport. L'idée, il était double. Le premier, c'était de dire, il faut qu'on progresse. Ça, c'est normal, c'est le but d'une compétition. Et 2, il faut qu'on ramène la voiture en bon état. Donc, on devait finir. C'était important pour gagner de la confiance. C'est pas facile, hein, c'est très court, hein, c'est Mickey Mouse. Exact. Et bon, voilà, après, vous avez des pilotes, enfin, vous avez 45 pilotes sur une piste de 2,5 km, donc il faut savoir gérer le trafic, gérer les départs, les circonstances de course. Donc, c'était quand même un défi. Alors, maintenant qu'on l'a fait, on se dit, bah, finalement, 2 fois 2 heures, c'est facile de terminer. Ce n'était pas nécessairement aussi facile au départ. Donc, vraiment content de l'expérience acquise. Je pense qu'on termine honorablement, on a bien fait progresser nos temps, on n'a pas fait de bêtises. Content donc, satisfait. Le but. Plus que ça, heureux déjà d'être en compétition. Des pilotes. Et voilà, rien que le plaisir de piloter, c'est des super voitures parce que c'est une vraie voiture de course. Je veux dire, ça a le bruit, ça a les sensations, ça a l'odeur. Quand vous êtes dedans, vous oubliez même la carrosserie. Et d'ailleurs, quand vous êtes dehors, vous voyez quand même la vitesse. Donc, c'est vraiment une compétition extraordinaire pour un passionné. Et alors, le sport automobile coûte toujours cher, mais elle reste quand même plus accessible que beaucoup d'autres. Alors maintenant, l'objectif, c'est les 25 heures. Et on a d'abord les 8 heures à Spa pour se faire la main. Donc là, c'est une deuxième étape. Là, il faut tenir déjà 8 heures. Et puis, il y aura les 25 heures. Je pense que c'est un autre type de défi parce que c'est un paradoxe, mais à Métais, il y avait quasi que des pilotes pros ou des pilotes déjà de très bon niveau qui avaient une bonne expérience. D'une certaine manière, c'est même plus simple de rouler avec ces pilotes parce que, voilà, en général, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils doivent passer. Donc, tout ça est sous contrôle. Les 25 heures, il y aura une pléthore de pilotes à niveaux différents. Des voitures. Gérer la nuit. Donc là, c'est pression maximale. Sur un circuit pas évident. Sur un circuit déjà roulé à Francorchamps ? J'ai déjà roulé à Francorchamps. Ouais. Je ne sais pas si on peut citer la marque, mais on peut tout citer. Bon, ben ça va. Alors, moi, je suis un électron libre. Ben alors ça va. Mais c'était sur une BMW M5 avec, dans le cadre d'un stage de pilotage BMW. Et donc, je suivais le pilote usine. D'accord. Ouais. Et c'est là que j'ai vraiment compris le phénomène de compression dans le raidillon. Je pense que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas comprendre. C'est que j'ai essayé de le suivre, je l'ai suivi, mais quand vous êtes dans le bas du raidillon et que vous remontez, vous sentez vraiment cette compression et la décompression quand vous êtes en haut. Et puis on voit le ciel. À quel point la voiture est légère à la sortie et lourde quand vous la remontez. Et c'est là où vous vous dites que réaliser cette performance-là, 1 ou 2 tours, ok, mais devoir la reproduire avec en plus des contraintes beaucoup plus importantes encore, 44 tours comme en Formule 1, c'est vraiment un sport. À une autre vitesse encore. Ah oui, ça c'est clair. Alors un pilote de notoriété à vos côtés ? Oui. Radio Paddock m'a tuyauté, on peut en parler ? On n'en parle pas ? Pas encore, parce que vous savez que le sport auto, c'est aussi des engagements contractuels, donc on doit tenir compte de ça, mais vous ne serez pas déçus, vraiment. J'en suis persuadé. Une œuvre caritative également ? Oui, Make-A-Wish. Je trouvais que ça avait du sens. Bon, déjà, il y avait une inclinaison personnelle, voilà, de vouloir faire plaisir et aider des enfants. Et en fait, il y a aussi un petit symbole. C'est que nous, on est des grands enfants et on réalise aussi notre rêve
en pouvant participer à une course auto de cette manière. Et donc, je trouvais qu'il y avait du sens entre le défi qu'on se lance et la récolte de fonds pour permettre peut-être aussi à des enfants d'aller sur des grands prix ou toute autre activité qui constitue leur rêve. Alors maintenant que la première course a été faite, qu'il y a une deuxième en vue, une troisième, votre rêve en 2022, c'est changer de catégorie? C'est quelle voiture piloter? Je ne sais pas si ce sera 2022, mais je pense que pour les Gentleman Drivers, la plus belle compétition à faire, c'est sans aucun doute la Porsche Super Cup. Mais ça demande d'autres budgets, oui. Parce que vous êtes sur des circuits dingues. C'est des spécialistes. Au-delà, ouais. Et donc, mais il y a quelques Gentleman Drivers, mais il faut déjà être très très haut, donc ce ne sera pas 2022. Mais si vraiment, à mon âge, il y a encore une compétition, parce que je ne vais pas vous dire que je vise la Formule 1, je ne serais pas très crédible, mais s'il y a une compétition, vraiment, tu te dis, tu peux faire Monza, tu peux faire Spa, donc bon, ça dépend du championnat du monde de Formule 1, puisque c'est en levée de rideau. Ça, c'est vraiment le grand rêve avant la fin de la vie. Si je pouvais faire une ou deux courses dans cette catégorie-là, vu les circuits, ça doit quand même valoir le coup. Ok, alors une dernière petite question, puis on passera à des questions un peu plus légères, enfin bien que celle-ci est assez légère. Alex Miller dans votre équipe, ça vient de l'automobile ou c'est un hasard? Non, c'est un hasard. En matière de choix, je l'ai plutôt retenu par rapport à sa carrière professionnelle, bancaire au départ, mais je savais aussi qu'il était passé chez D'Ieteren. Donc c'est un hasard, mais peut-être que dans ma tête, ça n'est pas tout à fait un hasard. Vous savez, pourquoi la mémoire? En fait, ça s'est fait totalement par hasard. Et je crois que je lui ai expliqué, mais je ne suis pas certain. Je cherchais un chef de cabinet nouvellement élu, enfin moi qui étais nouvellement élu au MR. Et son nom m'est apparu tel quel. Alors, est-ce que je l'ai retenu pour la période bancaire ou la période automobile? Pour le carnet d'adresse. Ça aussi, c'est aussi important en politique. Alors, on passe à des questions un peu vite, comme ça, rapides. Sucré, salé? Salé. Chaud, froid? Chaud. Plage ou montagne? Plage. Alors, trouver le grand amour ou gagner à l'euro-million? Bon, si vous gagnez à l'euro-million, vous augmentez peut-être vos chances de trouver le grand amour. Être riche et triste ou pauvre et heureux? Heureux, quoi qu'il arrive. Mais vous savez, on peut être riche et heureux, donc tant qu'à faire. Pouvoir changer le passé ou inventer l'avenir? Inventer l'avenir, sans aucun doute. Il ne faut jamais regarder le passé. Jamais regarder le passé, et j'ai une règle, je n'ai aucun regret. Et donc ça, je le dis à tous mes détracteurs, je ne leur dirai jamais que je regrette, parce que ça ne sert à rien de toute façon. Quand vous posez un acte à un moment, c'est qu'à ce moment-là, vous estimez que c'est l'acte le plus juste à poser. Donc des regrets après, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Une question, je connais la réponse, mais je vais vous la poser. Un dîner avec Miss Mont ou avec Lévis? On ne peut pas inviter les deux en même temps? Mais ou alors non, je sais ce que je vais faire. Je pense que... Je fais un dîner avec Lewis et je lui dis d'amener une amie, je suis sûr que ça devrait fonctionner. Piloter une Fed Cup ou faire un baptême en Formule 1 avec nos amis Kera? Ouais, Vincent et Max vont pas m'en vouloir, le baptême en Formule 1, ça n'a pas de prix. Être Premier ministre au 16 rue de la Loi ou être président du RACB rue d'Arlon? Oh, bah, si je deviens Premier ministre, je pense que le RACB m'acceptera beaucoup plus facilement pour une présidence après. Vous êtes Michel Vaillant ou vous êtes Bob Kramer? Oh, Michel Vaillant quand même. Je suis un vrai gentil. Enfin, j'essaye en tout cas. Eh bien, merci. Merci à vous. Vous êtes chez vous quand vous voulez. N'hésitez pas, c'est en devoir de vivre et il faut des gens comme vous pour le faire vivre. Merci. Merci à vous. À très vite.